Nous avons la chance pour ce soir, pour clôturer la journée, de parler chocolat avec la Maison Chaudin. La Maison Chaudin fut créée par Michel Chaudin, qui fut formé par Gaston Lenôtre, s'il vous plaît, qui fut formé par Gaston Lenôtre avant de travailler de nombreuses années aux côtés de Robert Lynx à la Maison du Chocolat en tant que chef chocolatier. Très rapidement, il ouvre une boutique qui est un rapide succès. Aujourd'hui, la Maison Chaudin est une institution parisienne, une institution de la rue de l'Université, depuis maintenant les années 80. Et cette maison est particulièrement connue pour ses réalisations sur mesure en chocolat, qu'elle fait très régulièrement, qui peut aller du masque de Dark Vador à la bouteille de Coca-Cola, en passant par la voiture, en passant par le hit bag. Tout est possible ou pas, ou presque. Tout est possible, oui presque, pour pouvoir créer en chocolat ce que vous désirez, ce que vous avez en tête, évidemment, suite à notre semaine concernant l'imagination. Le pavé demeure la signature de la maison. Il a été créé en 1991 et illustre parfaitement l'alliance de la technicité, de la simplicité et de l'élégance qui fait le goût Chaudin. Nous avons la chance cet après-midi de recevoir deux personnalités importantes de la Maison Chaudin. D'une part, Cécile Collin, qui est la chocolatière de la Maison Chaudin. Merci beaucoup, Cécile, d'être avec nous. Alain de la Rochère, qui est le président et qui est à la tête de la Maison Chaudin depuis maintenant plus de 3 ans. Merci beaucoup, Alain, d'être avec nous. Nous allons avoir plusieurs moments cet après-midi. Nous les voulons, comme d'habitude, toujours particulièrement interactifs et nous ferons monter des étudiants sur scène, mais aussi nous aurons évidemment une dégustation tous ensemble de chocolat. Je propose pour commencer d'avoir une présentation de la part d'Alain de la Rochère, dont le parcours est assez singulier, puisque Alain est avocat, ou était avant tout avocat, et son parcours nous intéressera à plus d'un titre, donc je propose d'accueillir Alain dans un premier temps, et puis nous passerons ensuite au chocolat. Merci Alain. Merci Xavier. Bonsoir à vous. Merci de m'inviter pour cette deuxième édition, en tout cas pour moi. Il y a un parterre un peu plus fourni que la première fois et un peu plus jeune. Que vous raconter je n'ai pas du tout fait une plaidoirie, même si j'en ai fait pendant 15 ans. J'étais dans un domaine assez particulier du droit, qui était le droit de la propriété intellectuelle. Donc je m'occupais de créateurs, quel que soit leur domaine, que ce soit l'audiovisuel, des réalisateurs, des scénaristes, des écrivains dans le domaine de la littérature, des musiciens ou même dans le domaine du numérique. Donc j'avais l'habitude de travailler avec des créateurs de manière générale, avec une problématique donc plus juridique, mais c'était de l'humain au centre, avec donc des gens qui ont une sensibilité particulière, qui en font bien évidemment donc leur métier. Et donc c'est la qualité qu'il fallait que j'exacerbe et que je fasse comprendre aussi bien aux juges que j'avais en face de moi qu'aux contractants, à la grande société avec laquelle je devais signer un contrat pour défendre les intérêts de mon client. Je suis passé du métier d'avocat au métier de chocolatier pour plein de raisons. Il y avait une première raison qui était un peu une boutade quand j'avais 25 ans. Certains d'entre vous ont à peu près cet âge-là. J'avais dit que j'arrêterais de travailler à 40. Ce que j'ai fait, du coup, d'une certaine façon, dans la mesure où j'ai arrêté du coup, mon travail d'avocat à 40, estimant que j'avais un peu, non pas fait le tour, mais que j'avais bien sillonné différents aspects du métier. Et j'avais envie de nouveau de recréer quelque chose, de mettre ma créativité dans un domaine qui était différent. Pourquoi la chocolaterie ? Pour la gourmandise, très clairement, ça c'est sûr. Pour l'appétence pour la gastronomie. Et pourquoi cette maison en particulier ? Je pense que c'est plutôt une jolie histoire. Quand j'étais enfant, j'avais eu la chance de manger, de me voir offrir tous les ans par mes grands-parents du chocolat Chaudin. Et puis après, toutes ces années, le milieu de la gastronomie est un petit milieu. J'ai appris que Michel Chaudin, dont Xavier Pavie vous a dit un peu le parcours, donc vraiment un grand monsieur, c'est le monsieur qui, non pas qui a été formé par Gaston Lenôtre, mais qui a créé ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel les bonbons de chocolat. Donc les bonbons de chocolat, c'est ce que vous mangez en fait. Le chocolat, ça s'appelle des bonbons dans notre domaine. Et c'est Michel Chaudin qui, dans les années 60,
a créé toute la gamme de chocolat pour Gaston Lenôtre, donc pour la fameuse maison Lenôtre, qui est ensuite parti à la Maison du Chocolat, que vous connaissez peut-être, qui est aussi une des grandes maisons dans le domaine du chocolat, et qui a été le monsieur qui a mis au point toutes les recettes pour Robert Lynx, qui était le créateur de la Maison du Chocolat à la grande époque de la Maison du Chocolat. Et il s'est installé en 86, donc rue de l'Université, dans le 7e, avec une clientèle tout de suite d'habitués et de connaisseurs, en ayant eu quelques stagiaires un peu... C'était pas des apprentis, mais c'était des stagiaires un peu célèbres, que vous connaissez aussi, que sont Alain Ducasse, qui s'essaye maintenant au chocolat aussi depuis quelques années, et qui revendique sa paternité sur le chocolat par l'apprentissage qu'il en a eu de Michel Chaudin, et Pierre Hermé aussi, qui a toujours reconnu le côté extrêmement artisanal et la grande ténacité de Michel Chaudin quand il a pu être initié à ses côtés au début des années 90. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? C'est que c'était vraiment une histoire d'homme. C'est un petit monsieur qui a commencé, petit par la taille, hein, j'entends, c'est un petit monsieur qui a commencé sa carrière à 14 ans, qui aujourd'hui en a 73, qui vit maintenant en Bretagne. Il a pris sa retraite en Bretagne. Il a accepté, ce qui est assez rare, de céder sa société donc il y a 3 ans, à 70 ans, alors que généralement des artisans aiment bien en fait voir la mort de leur nom avec aussi leur existence, parce qu'ils ont tellement incarné la maison que la maison, ils estiment qu'elle ne peut pas être d'un niveau équivalent sur la durée, sauf à se galvauder dans un domaine industriel, ce qui n'était surtout pas le cas, surtout pas la volonté de Michel Chaudin. Il a toujours voulu rester artisan, donc on a toujours eu une seule boutique à Paris, alors qu'il avait eu plein d'autres propositions, mais il n'a jamais voulu développer d'autres boutiques à Paris. Et il a eu cette volonté aussi, donc il était très précurseur à l'époque, de faire découvrir le chocolat français aux Japonais. Donc dès le début des années 90, il est parti au Japon avec son petit bâton de pèlerin en disant voilà, je vais faire goûter le chocolat français aux Japonais. Les Japonais mangeaient très 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 peu de chocolat à l'époque. Le peu de chocolat qu'ils mangeaient, c'était du chocolat belge, donc voilà, on n'est pas forcément sur le même type de chocolat. Et ça a été une galère, en fait. Ça a été une galère pendant 5 ans, parce que le japonais ne comprenait pas, c'était pas son goût. Donc toute la créativité, toute l'histoire du chocolat français n'était pas forcément compris par le palais japonais. Et je vous raconte ça parce qu'aujourd'hui, on est en 2018, on est arrivé en 91 dans le marché japonais. On est la plus vieille maison française installée au Japon, donc on existe toujours. On est finalement beaucoup plus connu aujourd'hui au Japon qu'en France, par cette ténacité. Donc voilà, c'est la créativité du monsieur, la ténacité et la qualité des produits et l'artisanat français qui est reconnu. Et donc on est un peu une référence aujourd'hui au Japon, avec, si on en revient sur la problématique de la créativité, une histoire qui est assez jolie, parce que le produit pour lequel la maison Chaudin aujourd'hui est le plus connu et le plus reconnu, c'est un produit qui n'a pas été créé à Paris pour le consommateur français, mais a été créé au Japon pour le consommateur japonais, puis importé en France, et aujourd'hui c'est le produit que l'on vend le plus, non seulement en France, mais dans le monde entier. Donc ça, je trouve que c'est une assez jolie histoire pour expliquer ce que peut être l'adaptation d'un savoir-faire, qu'il soit français ou étranger, dans un pays à une culture, et que finalement cette adaptation est aujourd'hui l'emblème de la maison et quelque chose de totalement universel. Donc ce produit, c'est le pavé. C'est donc ce que vous allez déguster dans quelques temps, et Cécile va vous expliquer un peu tout le process, comment se crée un pavé. C'est quelque chose que vous n'avez jamais mangé. On n'est pas sur un bonbon, sur une ganache, avec une couverture, quelque chose d'assez dur pour un palais non français, non habitué au chocolat. On est sur quelque chose de très mou, ce qu'on appelle en anglo-saxon du raw chocolate, donc du chocolat un peu cru. C'est comme si c'était le cœur de la truffe. Et c'est justement ce qui plaisait aux Asiatiques. Ce qui dérangeait les Asiatiques, c'était le praliné ou la ganache, qui est un mélange de chocolat et crème, et qui, au niveau de leur palais, était quelque chose, à la fois des goûts et des textures, surtout, avec lesquels ils n'étaient pas à l'aise. Il fallait faire un comparatif. L'Asiatique, en termes de boulangerie, se portera sur un pain de mie et ne se portera pas sur une baguette. Voilà, le côté crunchy n'est pas nécessairement ce que l'Asiatique a l'habitude de manger, et le côté plus soft du pain de mie, ça correspond plus à leurs habitudes alimentaires et à leur goût. Et donc c'est ce qui a été créé en
en 91. C'était l'année, chaque année au Japon, tout est très codifié. Hein. Donc le Japon, c'est pas, pour ceux qui connaissent pas, le Japon, c'est pas comme la France où on est spontané, où justement on crée et puis on peut se planter, où ça peut réussir. Tout a été pensé méticuleusement, repensé, validé. Il y a tout un process assez lourd, mais qui fait que bon, généralement ça marche relativement bien sur la durée. Et donc chaque année, au niveau marketing, vous avez des symboles ou des thèmes. Et donc là, cette année-là, c'était l'année du pavé. Et c'est les chocolatiers japonais, parce que c'est effectivement ce que j'ai oublié de vous dire, c'est ce qui fait aussi la spécificité de la maison Chaudin, c'est que nous avons des usines, des unités de production en France, mais nous avons aussi des unités de production au Japon. Ce qui fait que nous avons des gens sur place qui produisent. Et donc ce sont les équipes japonaises qui ont créé ce pavé sur les recommandations et avec l'aide de Michel Chaudin, mais donc qui ont créé ce produit qui a été un très joli succès dès l'origine et qui continue, comme je vous l'ai indiqué, et qui nous a permis de le réimporter, nous, en France, 5 ans plus tard, avec je crois, hein, pour avoir fait un peu le tour des confrères et pour avoir un peu regardé un peu ce qui se passe autour, vous avez plusieurs écoles. Vous avez l'école du chocolat au lait, du chocolat noir. Vous avez l'école du praliné, des ganaches. Vous avez l'école du chocolat belge, du chocolat suisse, des chocolats français. Donc vous avez des gens qui aiment plus ou moins, des gens qui n'aiment même pas du tout le chocolat. Le pavé, vous allez le goûter, hein, c'est le seul chocolat qui fait l'unanimité. Voilà, que vous aimiez un chocolat noir ou un chocolat au lait, vous allez aimer le pavé. Que vous soyez plutôt praliné ou ganache, vous allez aimer le pavé. C'est quelque chose qui est finalement assez fédérateur. Là, vous allez avoir un pavé chocolat noir, qui est finalement le pavé le plus consensuel par rapport au goût commun. Mais on s'est amusé, et Cécile va vous expliquer un petit peu aussi quel était le processus, à créer des nouveaux pavés. Mais cette création de nouveaux pavés aussi, elle peut être perturbante sur la durée. Là, je suis en train de vous perdre, je suis désolé. Les pavés donc, ont été créés en 91, et au Japon, 5 ans plus tard, parce que les Japonais aiment bien les nouveautés, on a créé des pavés avec différents parfums. Parfum coco, parfum pistache. À l'époque, ça a été un flop absolument total. Aucun Japonais n'était intéressé par ces parfums. Quand j'ai repris la société il y a 3 ans, je ne savais pas cette histoire. Et je me suis dit, bon, on est bien content avec nos pavés, mais on va quand même développer une gamme un peu supérieure que le pavé classique, chocolat noir ou chocolat au lait pour le japonais, donc on va créer des parfums. Mes partenaires japonais ont commencé à me regarder avec des grands yeux, et eux, ils le savaient, moi je ne le savais pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais non, on s'est complètement planté il y a 20 ans, là on va arrêter, on va continuer sur ce qui a toujours marché et sur ce qui fonctionne. Je suis arrivé à les convaincre, non sans mal, de faire un pavé à l'orange, donc avec une essence d'orange et avec une rondelle d'orange confite sur le dessus. Et ça a été notre meilleure vente l'année dernière. Donc c'est aussi une problématique de création. Il y a 15 ans, un pavé avec un goût différent avait été un échec marketing total. Et le même pavé, 15 ans plus tard, a été une réussite. Nous avons ouvert des boutiques au Moyen-Orient, donc j'ai créé des parfums avec Cécile à la rose, à la pistache. Je me suis dit que la pistache et la rose allaient être les parfums qui allaient le plus plaire à cette clientèle, parce que c'est plutôt leur goût, en tout cas c'est le goût que l'on imagine qu'ils aient. J'avais créé un 3e parfum qui était coco pour la clientèle parisienne. C'est le seul qui a marché. Pistache et rose, les gens n'en voulaient absolument pas, ça n'a absolument pas marché, pour des petites raisons aussi un peu culturelles. Chez nous, on utilise de la pâte de pistache, et on n'a pas l'habitude d'avoir de la pistache torréfiée. Eux, la pâte de pistache, c'est de la sous-gamme, c'est quelque chose qu'ils refusent de manger. Et quand je leur ai fait goûter, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est absolument infâme !» Alors que nous, on était très fiers de notre pavé et on l'avait vraiment fait spécialement pour eux. Et on était venus pour leur présenter. Donc voilà, les quelques mots que je voulais vous donner sur une créativité d'avocat, donc qui s'est essayé, vous voyez, à faire du chocolat, à faire des pavés qui ont plus ou moins marché. Et je vais peut-être laisser la parole maintenant à Cécile qui va vous expliquer comment est-ce qu'elle fait les pavés. Mais avant, je pense que vous voulez déguster quand même quelques pavés. On va faire ça avec si les tuteurs veulent bien m'aider. On va tous récupérer des chocolats et puis on aura ensuite l'explication. C'est juste pour faire joli.
Bon, je fais déjà une toute petite introduction. Cécile ne se prête pas du tout d'habitude à ce genre d'exercice, et Cécile est revenue spécialement de vacances pour vous. Voilà. Donc, bonsoir. Chut, s'il vous plaît. Donc voilà, je suis chocolatière à la Maison Chaudin depuis 10 ans. Tout petit peu plus fort, Cécile. Pardon. Beaucoup plus proche. J'ai travaillé pendant 7 ans avec Michel Chaudin. Et donc, c'est lui qui m'a appris à fabriquer les pavés. Donc, la fameuse recette du pavé, pardon. Donc, le pavé, c'est ce que Michel Chaudin appelait le cœur de la truffe, c'est-à-dire la petite ganache Un tout petit peu plus fort, Cécile. sans enrobage, sans coque de chocolat autour. C'est ce qui fait la différence avec la truffe. En plus de la recette qui est particulière, qui est différente du machin. Donc le pavé, ça prend 3 jours à se faire. C'est un processus un petit peu complexe et simple à la fois. Disons que la composition est simple, mais la fabrication un petit peu complexe. Donc c'est du chocolat noir, un mélange de différents crus. Parce que nous sommes une maison qui ne marche pas avec les grands crus, mais plus avec les mélanges, les assemblages de chocolat, qui créent vraiment une saveur particulière, différente du grand cru, qui est plus... Dans les pavés, vous avez 7 chocolats différents. C'est ce qui donne ce côté très équilibré, ni acide, ni amer, mais voilà, que vous avez une longueur en bouche. Voilà, donc de ces chocolats, ce mélange particulier, de la crème et du beurre, tout simplement. C'est pas... Voilà, donc ça se... Comment dire ? Donc, premièrement, on fait le mélange, c'est-à-dire le mélange crème, beurre, chocolat, dans l'ordre, etc., etc. Il faut ensuite attendre toute une nuit que le chocolat fige suffisamment pour qu'on puisse le détailler en petits cubes, comme vous avez vu, donc, en petits cubes. On le détaille avec une guitare. La guitare, ce sont des cordes, comme des cordes de guitare, c'est pour ça qu'on appelle ça une guitare. C'est ce qui permet... Vous avez en fait... Le chocolat, quand Cécile dit qu'il se fige, c'est-à-dire qu'il est coulé, chaud, sur des grands marbres. Donc vous avez des immenses marbres qui reçoivent cette ganache chaude. On attend que ça fige, et c'est une fois que ça a été figé, on le passe au réfrigérateur, et le lendemain, on le coupe donc avec des guitares pour qu'il y ait cette régularité. Mais là, c'est pas fini. Voilà, donc il était liquide et on attend qu'il fige parce que le chocolat se manie de cette manière. Quand il est chaud, il est liquide et il se fige donc. Donc ensuite, on l'a détaillé en petits cubes. On le poudre on l'enrobe de poudre de cacao amer. Ça, c'est l'étape que personne n'aime. Parce que là, vous avez un laboratoire. Vous êtes obligé de tout isoler et vous avez de la poudre de cacao qui vole partout. Donc elle vole non seulement au mur, au plafond, mais dans vos vêtements, sur vos cheveux, dans vos narines, vous en avez absolument partout. Oui, et c'est l'étape malheureusement la plus importante. Et après, la dernière étape, elle est de ce que vous ne vivez pas là, parce qu'on vous l'a présenté sur des plateaux, mais c'est conditionné en boîte. Et donc là, ça prend un temps aussi très important de mettre en boîte. C'est vendu sous 9, 25 ou 64. Et donc ça, de nouveau, tout est manuel. Il n'y a rien d'automatique. Donc on est vraiment artisan du début jusqu'à la fin. On reçoit le chocolat des différents couverturiers. Et après, jusqu'à la mise en boîte et jusqu'à la vente, il n'y a aucun processus automatique. Tout est fait par des artisans. Est-ce qu'il y a à ce stade des questions ? Ce qui est le seul chocolat, pardon, Xavier, Non, ce qui est le seul chocolat pour lequel aucune machine n'intervient. Normalement, tous les chocolats que vous avez mangés, vous avez ce qu'on appelle des enrobeuses, qui sont des grands tunnels en fait, qui
aujourd'hui automatise la plupart des chocolats, y compris des chocolats de grands artisans. Vous avez des machines qui font le gros du travail. Là, sur les pavés, vous ne pouvez absolument pas travailler avec des machines, vous êtes obligé de tout faire à la main. Et ce qui justifie du coup les 3 jours de temps, alors que normalement n'importe quel chocolat, vous avez des machines qui coûtent beaucoup d'argent. Hein. Aujourd'hui, une enrobeuse de chocolat coûte un minimum de 100 000 euros, mais vous avez des machines qui peuvent valoir jusqu'à 2 ou 3 millions d'euros. Mais c'est des tunnels, vous mettez votre chocolat, vous avez la recette, et au bout, vous avez le chocolat que vous pouvez directement mettre conditionné. Sachant que là, je vais révéler aussi un petit secret de professionnel que je ne suis pas, mais vous n'avez jamais mangé de chocolat qui n'ait pas été congelé. Donc le chocolat que vous venez de manger, il a été congelé. Le métier de chocolatier est un métier, y compris l'artisan que nous sommes, enfin que je suis ou que Cécile est, c'est un métier de logistique. Parce que vous mangez en France et en Europe du chocolat à 2 périodes de l'année essentiellement, Noël et Pâques. Et que ce n'est pas avec la consommation de Noël et Pâques que vous allez pouvoir mobiliser 300 personnes juste pendant ces périodes. Donc on produit du chocolat toute l'année, c'est mis en surgélation. Le chocolat a ce site particulier que, au-delà d'une certaine température, il ne perd absolument pas ni ses qualités gustatives, ni ses qualités nutritionnelles. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est au-dessus de moins 18, vous avez comme si vous aviez mangé un chocolat qui était totalement frais au niveau gustatif et nutritionnel. Mais voilà, c'est quelque chose que vous devez savoir, parce que je pense que personne ne pouvait imaginer qu'un artisan aujourd'hui, quand il dit que c'est un produit frais, c'est une réalité. Et quand je vous dis les plus grands, j'estime qu'on est parmi les plus grands, mais d'autres noms doivent certainement vous venir à l'esprit, qui revendiquent un produit ultra frais. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Et ce que vous venez de goûter, c'est sorti du congélateur il y a 3 heures de cela. Ce qui, j'espère, ne vous a pas empêché d'apprécier le chocolat. Est-ce qu'il y a donc des questions pour commencer? Oui. Tout d'abord, bonjour et merci pour la dégustation, c'était très bon. J'ai une question qui se divise en 2. La première, vous nous avez parlé de cette expérience que vous avez vécue avec le Japon sur plusieurs années, qui s'est soldée par des échecs, par des réussites. Les questions, c'est, voilà, il y a eu une confrontation culturelle que vous avez su surmonter. Pourquoi le Japon, et est-ce que cette expérience-là vous donne envie, à vous, à la Maison Chaudin en général, de vouloir réitérer l'expérience avec une autre culture complètement différente? Merci. Alors pourquoi le Japon? Comme je vous ai dit, hein, historiquement, ça c'est une petite marotte des cuisiniers et des pâtissiers et des chocolatiers français. Quand je dis que c'est une petite marotte, c'est pas qu'une marotte. Mais dans le domaine de la gastronomie, on estime que le pays qui se rapproche le plus au niveau de l'exigence de qualité et de la connaissance du palais, c'est vraiment les Japonais qui ont une culture de l'excellence dans le domaine alimentaire qui se rapproche le plus de ce que nous faisons, nous, en France. Donc oui, effectivement, il y a eu des échecs. Et puis il y a eu en fait, avant même cette histoire de pavé, moi-même, j'ai rencontré un échec. J'ai rencontré un échec parce que quand Michel Chaudin m'a cédé la société il y a 3 ans, moi, j'avais déjà une expérience à l'étranger aussi, parce que même si j'étais avocat, j'avais d'autres casquettes aussi. J'avais déjà des partenaires japonais, donc je connaissais un petit peu la culture japonaise. Je connaissais la culture japonaise de très grands groupes, de groupes style LVMH, donc des conglomérats qui ont l'habitude de travailler avec des intervenants étrangers et pas avec des artisans. Et donc moi, quand je suis arrivé avec mes gros sabots, je leur ai dit, bon, on va changer les méthodes de production, on va changer le contrat. Je suis avocat, donc on va changer le contrat, on va changer les méthodes de production. Et puis voilà, on va faire du business, alors que jusqu'à présent, vous faisiez du business de votre côté, tout seul. Il y avait un Michel Chaudin qui était content, il venait 1 fois par an, parce qu'au Japon, contrairement à la France où on mange le chocolat, nous, à Noël et à Pâques, eux ne mangent le chocolat de manière marketing qu'à un seul moment de l'année. 90% du chiffre d'affaires des chocolatiers du monde entier qui viennent au Japon vendent leur chocolat entre le 1er février et le 14 février. C'est ce qu'on appelle Valentine Day. Ce sont les femmes qui offrent aux hommes du chocolat. Donc aussi bien la petite amie à son fiancé, la secrétaire à son patron pour être macho, la maman à son père, la sœur à son frère. Enfin voilà, c'est très codifié.
Et donc pourquoi je vous dis ça? C'est que voilà, moi je suis arrivé avec mes gros sabots en disant on va tout changer. Et là, je n'ai eu aucune réponse. Donc je suis venu avec Michel Chaudin, il m'a présenté. Je voyais que ça se passait pas forcément très bien, mais bon, comme ils sont pas très expansifs, je me suis dit bon, ils sont polis, c'est une vieille famille traditionnelle. On a dîné très sympathiquement. J'ai juste eu le droit à devoir attendre un quart d'heure avant de pouvoir rentrer dans le bureau du patron, afin qu'il y ait un débriefing entre Michel Chaudin et la famille avant. Je voyais que Michel Chaudin avait les larmes un peu aux yeux quand je suis rentré. Je me suis dit bon, il y a eu des sentiments qui sont passés, ils ont échangé. Il m'a juste dit après qu'il s'était fait ultra engueuler d'avoir cédé sans les avoir avertis et que ça se faisait pas et qu'ils étaient totalement furieux. Et je m'en suis d'autant plus aperçu que pendant, entre 3 et 6 mois, j'envoyais des mails, j'avais des demandes, aucune réponse. Je n'avais même pas, on accuse réception, on n'est pas d'accord, je n'avais rien. Rien du tout, du tout, du tout. Donc c'était quand même un petit peu angoissant, j'avais des contrats en plus qui se renouvelaient. Je me suis dit, bon, je vais dénoncer le contrat. Voilà, j'ai en face de moi un partenaire qui exploite ma marque. Surtout que quelque chose que je ne vous ai pas dit là, mais on parle de Maison Chaudin. Mais historiquement, quand j'ai racheté la maison, elle s'appelait Michel Chaudin, ce qui était assez logique. Et que je leur ai dit, ben voilà, Michel Chaudin prend sa retraite. Moi, à Paris, je l'appelle Maison Chaudin. Je veux qu'on la dénomme aussi Maison Chaudin à l'étranger. Je change le packaging. Je laisse le même esprit, mais je modernise un peu. Donc je leur ai dit, ben voilà, je veux que cela change aussi dans ce sens-là. Aucune réponse. Aucune réponse, donc j'en arrive à un moment, mes équipes à Paris ne le savaient pas, mais j'en arrive à un moment en me disant, bon, en fait, j'ai trouvé un autre partenaire. J'ai trouvé un autre partenaire, parce que si je ne peux pas avoir de discussion, même si le partenaire a fait le boulot pendant 25 ans, moi, je perds mon temps, et puis c'est désagréable pour votre ego, vous avez l'impression de passer pour un crétin. Donc, et puis voilà, comme je connaissais déjà un peu le Japon quand même, je me suis rendu au Japon tout seul, et puis j'ai demandé un rendez-vous. On ne m'a pas donné le rendez-vous le premier jour, on m'a donné le rendez-vous le deuxième jour. Et puis, j'aurais dit, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et là, on ne m'a pas dit que j'avais rien fait de mal, mais on m'a fait comprendre qu'il fallait que ça prenne du temps, qu'il fallait qu'ils s'habituent à moi, ce qui voulait dire aussi qu'il fallait que je m'habitue à eux, et que c'était pas gagné, mais qu'ils avaient déjà fait leur petite enquête de leur côté aussi. Ils étaient venus en France pour voir ce qu'on avait rénové la boutique, on avait donc de nouveau changé le nom, on avait fait du nouveau packaging. Ils avaient tout vérifié sans m'en avertir, sans avertir les équipes en France. Puis ils avaient vu que ça tenait la route, que ça avait l'air d'être à peu près correct, et qu'ils pouvaient prendre le risque de commencer un tout petit peu à changer. Donc Maison Chaudin au Japon, moi, on est quoi, 2018? Donc moi, c'était 2015. Maison Chaudin au Japon, ça a été fin 2016. Les nouvelles boîtes, ça a été 2017. Et la création donc, du fameux pavé à l'orange, ça a été que cette année. Donc vous voyez, ça a pris beaucoup de temps. C'est la culture qui veut ça. Et que si j'avais arrêté le contrat, si j'avais trouvé un autre partenaire, j'aurais peut-être pas été forcément non plus très crédible. Je me serais assis sur une unité de fabrication, sur une réputation établie depuis 25 ans, ce qui est très rare pour ce domaine-là, parce que je vous dis, les Japonais sont extraordinairement compétitifs. Donc vous pouvez assez facilement aller au Japon quand c'est nouveau, mais vous pouvez aussi très facilement en sortir. Parce que voilà, on zappe en Asie. C'est nouveau, c'est sympa, c'est plus nouveau, on passe à autre chose. Donc 25 ans avec un même partenaire, avec cette notoriété-là, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai préféré continuer et qu'aujourd'hui je suis très content. Et pour répondre à votre question sur l'expansion, oui, il y a déjà eu de l'expansion. On a une grosse clientèle au Moyen-Orient aussi, historiquement. Donc on a des boutiques j'ai ouvert une boutique il y a 2 ans maintenant à Dubaï. On a ouvert une boutique l'année dernière au Koweït. Normalement, on ouvre une autre boutique l'année prochaine à Bahreïn. Et on ouvre le marché coréen l'année prochaine aussi. Mais de nouveau, différentes cultures, c'est pas les mêmes consommations, c'est pas les mêmes goûts. Je parle même pas de la négociation contractuelle, mais c'est des aspects. Enfin, c'est l'humain. Voilà, le produit vient vraiment. À partir du moment où vous avez le produit, le job est là. Je fais pas de marketing. Voilà, je n'ai pas d'attaché de presse. On fait tout à l'ancienne parce que je pense que le cœur de notre métier. Ce que j'appelle en F&B, dans le domaine de la gastronomie, c'est le produit. Voilà. C'est le produit et le relationnel. Donc si vous avez le produit, il faut aussi le relationnel. Et le relationnel, il est totalement différent selon les pays et selon les continents. On passe à la deuxième dégustation, peut-être? Oui. Alors la deuxième dégustation, justement, elle est déjà partie. Non, qui est
qui est derrière sur les plateaux, si on peut... Ah, c'est là-bas? Elle- Oui, c'est là-bas. distribuée. Oui, c'est là-bas. La deuxième dégustation, elle est justement par rapport au marketing. On vend de plus en plus de tablettes. Il y a 25 ans, les tablettes de chocolat, c'était ce qu'on mangeait de temps en temps, mais aujourd'hui, historiquement, on voit une vraie évolution du mode de consommation. Des gens comme vous, je ne sais pas si vous mangez plus de tablettes que de chocolat traditionnel en ballotin, mais voilà, le marché montre qu'aujourd'hui, le marché de la tablette se développe de plus en plus et que le marché du ballotin, le marché de la consommation classique, a plutôt tendance à baisser. Alors là, ce qu'on est en train de vous faire goûter, vous n'allez quasiment rien voir parce que ça a été pré-découpé pour que vous puissiez le déguster. Mais nos tablettes ont deux spécificités. La première, c'est que nous n'avons aucun packaging. Aujourd'hui, vous achetez tous quasiment une tablette parce que vous avez un magnifique packaging. On vous a expliqué que c'était du Venezuela Grand Cru ou qu'il y avait des couleurs absolument magnifiques avec des garnitures étonnantes. C'était fruité, c'était amer, c'était acide, c'était ce que vous voulez. C'est pas du tout notre ADN. Nous, notre ADN, ce que vous a dit Cécile, on est sur un blend, donc on est sur un mélange de différentes couvertures pour arriver à une certaine harmonie. Et en même temps, je me suis dit, essayons de rajeunir aussi un peu la marque et essayons de faire des tablettes qui sont un peu plus festives, amusantes. Et je me suis dit, en conservant donc cette absence de packaging, donc c'est totalement transparent. Quand vous achetez la tablette chez Chaudin, vous voyez la tablette. Je me suis dit, faisons une tablette finalement déchirée, comme si vous aviez déchiré vous-même la tablette et que vous voyez à l'intérieur de la tablette. Mais ça, on a fait faire un moule thermoformé. Et donc vous avez, j'espère quand même que dans ce que vous passez, vous avez quelques tablettes entières pour que vous compreniez un peu ce que je raconte. Non, vous n'avez plus, je suis désolé. Dans ce cas-là, il faudrait que vous... ou si, à la place de ma figure, si vous allez sur l'Instagram de Chaudin, vous pourriez, parce que j'imagine que vous avez tous Instagram, si vous faites l'Instagram de Chaudin, vous allez voir ce dont je parle. Vous avez donc une tablette, c'est que du chocolat, c'est un moule, le chocolat a été fondu, et on a rajouté des inclusions. Là, vous êtes en train de manger soit de la praline rose, pour donner un peu de couleur, pour que ça soit un petit peu ludique quand même, parce que les gens cherchent du ludique, cherchent de la couleur, ou soit de la pistache torréfiée, donc le côté vert aussi, pour avoir un côté craquant. Donc ça, c'était la deuxième création dans la continuité d'une maison avec un ADN particulier. J'essaye de faire travailler des artistes chaque année parce que je trouve que voilà, on est dans le domaine de la création et que même si c'est du chocolat, je trouve que ça peut faire sens. Et l'année dernière, il y a 2 ans, pour les 30 ans de la maison, j'ai fait travailler un artiste qui s'appelle Emmanuel Pierre, qui est à l'origine plutôt un illustrateur, qui a travaillé pour pas mal de jolies maisons comme Gautier, comme Hermès, entre autres. Et je lui ai demandé de me faire des cartes en chocolat. Donc je suis parti du principe de la carte à jouer, qui est donc finalement une petite tablette aussi, hein, une petite tablette de chocolat avec un format un peu plus petit. Exactement, c'est ça. Et donc vous voyez, c'est ce format-là, donc format vraiment carte à jouer, qui peut en plus après aller dans nos ballotins, donc c'est assez facile. Et vous avez, là c'est un as, l'as de fèves, vous avez le valet, vous avez la dame, vous avez le roi, vous avez le cœur, vous avez un peu tous le jeu de cartes complet, avec un dessin qui a été spécialement fait pour la maison Chaudin, en lien avec non seulement bien évidemment notre métier de chocolatier, mais notre ADN près de la Tour Eiffel, le nom des rues, l'esprit de la maison avec l'iconographie qui existait. Et ça, de nouveau, c'est assez amusant. Je l'avais vraiment fait pour les 30 ans, pour un peu communiquer sur quelque chose de sympathique. Et je rebondis sur votre question, jeune homme, sur le Japon. Et les Japonais sont venus voir et me l'ont demandé. C'est pas moi qui ai proposé, c'est qu'ils ont vu, ça leur a plu, et ils ont dit finalement, nous on va le faire au Japon, et effectivement ça a été fait, et ça a eu un grand succès, alors que je n'avais pas du tout imaginé que ça pouvait plaire aux Japonais, parce que ça n'avait pas du tout été fait dans cet esprit-là. Et à l'inverse, et là Cécile est témoin, et elle en a conservé un peu de regret, j'ai fait travailler un artiste de street art, oui il est un peu de street art, oui, de street art que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Fred Le Chevalier, qui a fait une grande exposition à la Grande Épicerie l'année dernière. C'est du noir et blanc, c'est très beau, vraiment, moi j'adore ce qu'il fait.
Et je me suis dit, ça va énormément plaire aux Japonais. Je leur ai envoyé aucune réponse. Donc voilà, parfois on travaille en se disant je suis pile dans l'axe, ça va marcher, ils vont vouloir, j'ai pas de réponse, et finalement bien évidemment ils l'ont pas utilisé. Et puis parfois on se fait plaisir pour nous en se disant bon voilà, c'est notre vieille maison parisienne, on va faire un truc pour les Français. Et ben c'est ce que le Japonais recherche. Donc c'est un peu les mystères. C'est ce qui fait ça, c'est ce qui fait aussi les bonheurs de la création. On imagine des choses et parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Et voilà, et ça devait être que de l'éphémère, hein, mais ça devait être pour mes 30 ans. Je me suis dit, bon, parce que ce que vous voyez, donc ça, ce sont des feuilles, tout se mange, hein, bien sûr, mais ce sont des feuilles qui sont collées sur les tablettes de chocolat, donc de nouveau à la main, donc de nouveau un boulot monstrueux. Cécile me déteste quand je lui demande de faire ce genre de choses, parce que c'est vraiment, il faut que ça soit parfait, que ce soit minutieux. Et je m'étais dit, je vais les faire pour les 30 ans, ça va durer 6 mois, et puis basta, ça va faire un petit succès d'estime. On en vend tous les jours. On en vend tous les jours, les gens sont contents de repartir avec ça, ce qui est en plus un certain prix, voire un prix certain, et ben ça fonctionne. Donc parfois, il y a des mystères que j'essaye plus d'élucider. Autre petite création, les Japonais ont fait, pour célébrer les 20 ans de la maison, des montres en chocolat. Moi, personnellement, je trouve ça ultra kitsch, c'était pas forcément mon goût. Chocolat noir, chocolat au lait. Ça a toujours super bien fonctionné au Japon. Pendant des années, on ne l'a pas fait en France parce que je pense que Michel Chaudin non plus n'était pas forcément fan. On l'a ressorti pour la fête des pères. On a été en rupture de stock en permanence. Donc, vous voyez, c'est des choses... Voilà, et ça existe depuis 15 ans au Japon. Donc, les modes, ça passe. Ce qu'on estime être moderne, passé de mode, c'est une espèce de cycle permanent. Il faut juste que ça soit bon. Voilà, c'est ce que je dis toujours, il faut que ça soit bon. En gastronomie, si c'est pas bon, ça peut pas fonctionner. Et ça, mais ça vous allez pas. Je vous le fais passer la montre si vous voulez, comme ça vous allez la voir. Et ça, c'est la dernière création. Ça, c'est Cécile qui a fait ça cet été. J'ai découvert à mon retour de vacances. C'est une médaille. C'est très beau. Monsieur Pavie savait se demander même si c'était du chocolat tellement c'était beau. Ce n'est que du chocolat. C'est une médaille en chocolat noir doré. Avec de l'or alimentaire. Hein. Je vous la laisse découvrir, je trouve ça magnifique. Et c'est ce qui fait aussi un peu la spécificité de la Maison Chaudin, d'avoir des produits totalement uniques. On est capable de faire du sur-mesure sur tout. On fait du moulage, on ne fait pas de la sculpture, nous. Donc vous arrivez avec votre objet, on est capable de vous le faire. On fait des œufs Fabergé pour des mariages du Moyen-Orient, des trucs qui font 1 mètre de haut. Il n'y a pas forcément de budget. La semaine dernière, j'étais en Allemagne. Une de mes vendeuses m'appelle en me disant « Alain, j'ai une princesse arabe qui vient avec 3 grandes assiettes Hermès immenses. Elle veut que je mette quelque chose dedans. » Elle m'a fait 3 propositions. La princesse était emballée. Et voilà, donc on est capable d'acheter du chocolat à Paris un 20 août alors qu'il faisait 35 degrés pour mettre ça dans des assiettes. Voilà. Ben, ça fait partie aussi du métier d'artisan et de l'ADN vraiment de la maison. On peut passer aux questions. Qui veut commencer ? Oui. Bonjour. S'il vous plaît. Merci pour vos interventions très intéressantes. J'ai beau manger du chocolat tous les jours, mais j'avais aucune idée comment c'était produit. Gardez bien le micro près du... Excusez-moi, on ne m'entend pas ? Ah ouais. Ok. Du coup, j'ai une question pour vous, Cécile. Comment se passe le processus créatif de la conception du chocolat en ce qui concerne la forme et les goûts ? Comment vous trouvez les idées ? Je vais mettre ce goût-là dans ce chocolat, je vais associer, je sais pas, la rose avec la pistache ou... Ça, c'est plus, comment dire, le domaine du... pour les recettes, hors création particulière, c'est exactement les mêmes recettes de Michel Chaudin. Ça, on ne change pas, donc c'est créé depuis longtemps, on respecte exactement les mêmes... Moi, mon domaine, c'est plus moulage, création artistique, les goûts, Du coup, il n'y a pas de nouveauté au niveau du goût du chocolat ? Si, pour répondre un peu à votre question, on a une maison un peu bizarre. Moi, je ne suis pas chocolatier, j'ai jamais fait de chocolat, j'en ferai jamais, mais c'est généralement moi qui impulse les idées, et c'est Cécile qui a de la sensibilité pour les rendre balance, belles et élégantes. Voilà.
Moi, je suis incapable de faire ce qu'elle fait, mais je suis plutôt à l'origine de la création. Trouver les idées. Exactement, tout à fait. C'est ce qui met en m'amuse. place. C'est pour ça que je suis devenu chocolatier sans lettres. Merci. Merci beaucoup pour le partage de votre passion qu'on est en train d'écouter. J'avais une question parce que je pense qu'il y a quelques jeunes amateurs de chocolat dans cette salle. Et quels conseils donneriez-vous pour déguster et profiter de tous les arômes du chocolat quand, par exemple, on goûte un pavé comme ça? Quelle posture doit-on adopter? La posture, je ne m'aventurerai pas. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire et qui est très important et qui va vous surprendre. Le pavé que vous avez mangé, quand vous l'achetez en boutique, il faut le consommer dans les 10 jours. Donc vous ne pouvez pas le consommer après 10 jours. Et surtout, vous devez le conserver au réfrigérateur. Donc ça, je pense que c'est le seul chocolat d'artisan de qualité que vous devez conserver impérativement au réfrigérateur. Autrement, il devient, comme me dit une vendeuse, c'est un peu yaourt, et donc il y a des risques de moisissure. Donc, alors que normalement, un vrai bon chocolat ne se conserve surtout pas au réfrigérateur, autrement il blanchit. Donc c'est le gras du chocolat qui ressort et qui donne ce côté blanc. Donc ça, c'est pour le côté de dégustation. Après, j'ai aucun conseil à vous donner. Profitez de ce que vous aimez, des parfums que vous aimez. Michel Chaudin, tous les matins, mangeait une tablette de chocolat au lait, alors que les gens vous disent qu'il ne faut surtout pas manger de chocolat au lait, que les vrais amateurs de chocolat ne mangent que du chocolat noir. Donc vous voyez, comme quoi, et les goûts et les couleurs. Après, c'est des problématiques de manger de la qualité, c'est tout. Mais je n'aurais aucun conseil particulier, si ce n'est se faire plaisir. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui sont tombés malades en mangeant du bon chocolat. Mais on n'a pas de politique chocolat noir contre chocolat au lait ou ganache contre praliné. Tout le monde peut avoir ses propres goûts. Après, c'est des questions. On en revient sur des questions culturelles. Dans notre clientèle, les pays arabes mangent à 90% du chocolat au lait. Les Japonais mangent plutôt à 80% du chocolat noir. Et aujourd'hui, effectivement, le Français ou l'Européen, je pense que c'est plus pour des questions de... je ne vais pas dire de mode, mais de discours dans les médias, mange aujourd'hui effectivement de plus en plus de chocolat noir. Sorry, I'm going to ask you in English. Yeah, no issue. According to you, until date, what has been the best innovation in the chocolate industry? The best innovation? Yeah, according to you. Well, in Maison Chaudin, you mean? Yeah, like in the chocolate industry, like the whole... Well, all the craft, either French or Belgian or Swiss craftsmen made their own chocolate, and they have some creativity. For us, for Maison Chaudin, it's the pavé because it's very specific. And in fact, we are not the only one who made the pavé. In France, we are the only one, but in Japan, and where it's very easy to copy because it's not so difficult to make the pavé. So you can find a lot of pavé in different brands. But what is very difficult is to find the balance between all these different kind of chocolate to make this particular taste. So it's the reason why I think for Maison Chaudin it's for sure the pavé. Yeah. Okay, thank you. But I know that Les Sec invited very good chocolate maker also, and for example, Belgian chocolate maker are very known for their praliné. And you've got also a man you may know, Jacques Genet, French craftsman, who made some mint fresh ganache. So it's really the fresh mint, so it tastes something very special. So it really depends on your taste. But usually when you are really a strong craftsman, you have, it's not an innovation, but it's a top seller. So when you are thinking about somebody in the chocolate business, you said, well, it's a pavé. Well, it's a ginger. Well, it's a mint. Well, it's a praliné. So you have to focus on one specific item. Bonjour, merci encore pour cette superbe dégustation. C'est vrai que dans le cadre cette semaine de notre Imagination Week, on a un thème qui est les nouvelles technologies. Alors, effectivement, on nous avait dit il y a un instant, je fais tout à l'ancienne. Ce qui compte, c'est le chocolat avant tout.
Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où la technologie prend de plus en plus d'importance. Alors la question, c'est la suivante. Dans quels aspects du processus de production, chez vous, la technologie intervient? Est-ce que c'est plutôt dans le process marketing, ou est-ce que même dans le process même du chocolat, à un moment donné, quand vous le fabriquez, vous utilisez des choses plutôt techniques, technologiques? Et même, si on va plus loin, peut-être, où interviendrait peut-être l'intelligence artificielle, peut-être dans la production de chocolat? Votre avis peut-être sur ça, d'ailleurs? Non, nous, on en est loin. On en est loin, l'intelligence artificielle pour notre chocolat. Par contre, vous avez raison. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me marque beaucoup, parce que je trouve que c'est de nouveau, quand je dis que ça me marque, généralement, c'est par rapport à sa propre appréhension du domaine. Il y a 3 ans, Michel Chaudin, c'était un monsieur qui avait une caisse enregistreuse qui devait dater des années 60, qui n'acceptait pas l'American Express, qui acceptait un peu la carte bleue, je crois, et qui tous les soirs mettait dans une petite boîte en fer le liquide sous un toit. Vraiment, on était vraiment le père Goriot, donc on était vraiment plus qu'à l'ancienne. Donc on s'est un peu développé quand même. On a des logiciels aujourd'hui, on fait un peu des prévisions, des business plans comme vous savez faire, et on a surtout de la vente en ligne aujourd'hui. On a de la vente en ligne, on a un site en 4 langues, et on a des gens qui achètent du chocolat. On en a reçu encore une commande, je crois, hier. Oui, on était lundi, hier pour les États-Unis. Voilà. Moi, ça me paraît toujours un peu bizarre qu'on nous envoie en plein mois d'août du chocolat pour les États-Unis. Mais oui, aujourd'hui, vous avez une vraie demande. Il faut être sur les réseaux sociaux. Il faut être capable de vendre en ligne. Il faut, ce qui veut dire aussi par rapport, alors c'est pas forcément du numérique, mais c'est de la technologie, être capable de conditionner aussi pour des expéditions lointaines. Donc ça, on est obligé effectivement de s'adapter. Le produit reste le même, mais tout le processus de vente change énormément. Ça change énormément. On ne peut plus du tout vendre de la même façon que l'on vendait encore il y a même 5 ans. Le métier change énormément, mais pas seulement le métier du chocolat, le métier de la gastronomie de manière générale. Vous ne consommez absolument pas de la même façon que vos parents ou même que moi je peux consommer aujourd'hui. Et ça peu importe l'endroit dans le monde? Parce que vous avez dit, oui, complètement. Aujourd'hui, vous voyez le marché japonais concernant le chocolat est totalement saturé. Vous devez donc avoir des nouveautés en permanence. Et vous avez... Qu'est-ce que je pourrais vous donner un peu comme exemple? Le salon du chocolat à Tokyo, qui se tient pendant 3 jours, réunit à peu près 50 exposants. En 3 jours, vous avez 200 000 personnes, 200 000 femmes, qui font généralement la queue des heures et des heures pour acheter du chocolat. Le chiffre d'affaires l'année dernière du salon du chocolat à Tokyo pour 3 jours, 25 millions d'euros. Voilà. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc oui. Là, on arrive sur le marché coréen. Les Coréens commencent à apprécier le chocolat. Les Chinois, le chocolat, c'est du pur snobisme européen. Ils achètent du chocolat, il faut que la boîte elle soit très belle, très grande, et généralement de couleur dorée ou rouge. Voilà. Le japonais, vous arrivez avec une boîte qui fait 2 fois cette taille-là, il va la regarder dans tous les sens et il va demander à quoi ça sert, parce que c'est beaucoup trop grand, il ne l'achètera jamais. Alors qu'un arabe, vous arrivez avec une boîte comme ça, il va la trouver trop petite. Donc vous êtes obligé en permanence de vous adapter à des cultures qui sont totalement différentes. Et de nouveau, des gens qui, pour la plupart, ne connaissaient pas ce domaine il y a 15 ans. Et qui, aujourd'hui, pour le japonais, le maîtrisent mieux que nous. Et dans la plupart des autres pays, le maîtriseront aussi bien que nous dans quelques années. Donc c'est aussi un marché de plus en plus compétitif. Et il faut savoir se démarquer. Merci. Est-ce que, oui, on a 2 questions. Une ici et une tout au fond. Juste ici. Bonjour monsieur. Ma première question était sur la provenance de vos graines de cacao. Beaucoup de maisons françaises s'approvisionnent en Afrique. Valrhona, Villars, la maison du chocolat également. Est-ce que vous faites de même?
Cécile, vous avez un peu répondu à sa manière en disant que nous, on est vraiment chocolatier, donc on n'est pas couverturier, ce qui veut dire que nous, on ne source pas nos fèves, donc ça a toujours été notre politique et ça le sera toujours. Donc on est un peu, non pas à contre-courant, mais en tout cas on n'est pas dans la vague aujourd'hui de ce qu'on appelle le bean to bar, donc des gens aujourd'hui qui vont chercher leurs fèves dans certains pays en revendiquant une origine. Je n'ai pas envie de polémiquer, ce n'est pas notre culture au sein de la Maison Chaudin. On travaille avec essentiellement 3-4 grandes maisons que vous avez citées, en particulier Valrhona, Weiss, Barry Callebaut, qui détiennent aujourd'hui le marché du haut de gamme au niveau mondial. Ce n'est pas juste au niveau français, au niveau européen. C'est tous les grands chocolats au niveau mondial sont trustés par ces sociétés. Pour la petite histoire, parce qu'on est dans une école de commerce, de Neuville, la Maison du Chocolat, Valrhona, Weiss, tout ça c'est le groupe Bongrain. Donc voilà, vous avez tout le panel possible du chocolat moyen de gamme correct, au meilleur couverturier, à un très grand artisan, en tout cas quelqu'un qui se présente comme un artisan, qui est détenu par une multinationale. Donc voilà, tout ça c'est des positionnements qui sont intéressants et qui montrent que le marché du chocolat est très fermé. C'est non seulement pour le côté artisanal, mais aussi pour le côté approvisionnement. On a une question tout au fond. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'avais une question concernant les matières premières. On entend de plus en plus qu'il y a de moins en moins de cacao disponible pour de plus en plus de demandes et que bientôt le chocolat, ça deviendra un produit rare, voire très exceptionnel. Vous vous sentez sur la sellette ou vous avez un plan pour l'avenir, quelque chose ? Le chocolat dont on parle, ça veut dire le chocolat d'artisan, vraiment au sens large, hein, donc y compris l'artisan que vous pouvez trouver chez un bon pâtissier, chez un bon boulanger dans toute la France. C'est un peu moins de 1% de la consommation du chocolat au niveau mondial. Donc quand je dis l'artisan, il est au niveau mondial, hein, j'entends, c'est pas juste en France. Donc on est sur quelque chose de tout à fait marginal. La consommation de chocolat, le marché du chocolat tel qu'on a dû vous le présenter, avec des plantations en Côte d'Ivoire en particulier ou dans les pays d'Afrique qui sont vieillissantes, qui sont mal entretenues, sur lesquelles il risque d'y avoir une pénurie, ne concerne pas du tout l'artisanat, concerne beaucoup plus des grands groupes comme Mondelez, comme voilà, tous ces chocolats totalement industriels que vous pouvez manger en dehors d'une consommation purement de chocolat telle que vous pouvez l'imaginer. Après, la problématique, c'est une problématique tarifaire aussi, même si vous ne m'avez pas posé la question directement. Le marché du chocolat est un marché avec, en tout cas le marché artisanal, avec des marges qui sont importantes et qui permettent aujourd'hui à beaucoup de faire du chocolat en dehors de leur métier principal. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais il y a 15 ou 20 ans, beaucoup de gens n'étaient que pâtissiers, beaucoup de gens n'étaient que boulangers. Et aujourd'hui, tout le monde fait du chocolat pour une bonne et simple raison, c'est que la marge est plus importante pour une personne, pour un artisan, de faire une tablette de chocolat plutôt qu'un croissant ou une tarte au citron. Y a-t-il une dernière question pour conclure notre après-midi ? Sinon, il ne nous reste qu'à vous remercier. Merci Cécile, merci beaucoup Alain, merci d'avoir posé des questions.